ça ira? Tu vois passer juste ça, c'est déjà trois. Quand tu entends le jingle comme tu as entendu, c'est Ça fini. marche, compris. Okay. Et après, tout le monde remonte. Eh bien, merci à tous. Attends, un petit peu que je vois là. C'est bon, Jérémy, on peut y aller? C'est bon? Oui. Ok, c'est bon. C'est bon, eh bien nous pouvons y aller. Après ce débat magnifique et qui illustre justement toute la ferveur qu'on peut montrer quand on débat de l'avenir de l'humanité, nous allons poursuivre. Et nous allons poursuivre sur un sujet, les limites de notre corps, qui peut être pris de différentes manières. C'est assez amusant puisque donc j'ai fait la connaissance de Jean-Jacques Wunenberg, philosophe, qui est notamment l'auteur de Imaginaire et rationalité des médecines alternatives, de Jean-François Toussaint, professeur en physiologie, membre du GIEC. Et quand nous avons discuté du sujet, je me suis aperçue que nous avions trois visions totalement différentes de ce sujet. Et que c'est ça qui est extrêmement intéressant. De quoi parlons-nous quand nous parlons des limites du corps humain? Et surtout, la question qui vient, demain l'humain, c'est cela qui nous rassemble depuis 2 jours. Mais demain, serons-nous encore humains? C'est la question suivante. Nous avons accompli des progrès fabuleux qui nous ont permis, notamment grâce à la médecine, d'augmenter notre espérance de vie, grâce à l'alimentation également, grâce à un ensemble de données, mais quelles sont les limites? Et ces limites, est-ce que ce sont celles que nous allons rencontrer et que va nous imposer le vivant? Ou bien est-ce que ces limites sont celles que nous devons nous fixer nous-mêmes? C'est de tout cela dont nous allons parler, puisque le slogan des industries capitalistes californiennes qu'on nomme les GAFAM, qui sont celles qui réfléchissent au transhumanisme aujourd'hui, leur slogan, bon, repris par d'autres depuis, c'est « Sky is the limit ». Nous allons donc repousser les limites du vivant. Est-ce que cela est possible ou pas? Et est-ce que cela est souhaitable ou pas? Messieurs, ce sont les questions que je vais vous poser. Et peut-être allons-nous commencer d'abord par la question la plus simple, puisque je sens que c'est celle-là qui vous passionne, Jean-François Toussaint. En effet, est-il possible de repousser ces limites du vivant? On viendra après à la question de savoir si c'est souhaitable. Je vous laisse donc la parole. Et ensuite, Jean-Jacques Wunenberg poursuivra. Merci. Effectivement, la question de savoir où nous allons, avant de savoir si nous pourrions vouloir y aller, est celle de savoir s'il existe des trajectoires, si ces trajectoires sont rigides, si elles nous encadrent ou si, au contraire, elles nous laissent un immense champ de possibilités. Le rapport Meadows, qui a été très souvent évoqué déjà depuis hier ici, avait donné un certain nombre de ces scénarios de prospective en 72, vous vous en souvenez, pour ceux qui l'avaient lu à l'époque, et avait donné un certain nombre de points qui amenaient sur ces scénarios quantité d'options sur l'alimentation, quantité d'options sur la technologie, sur le déploiement des possibilités industrielles, sur les populations, sur la démographie. Et finalement, ce bilan a été réalisé, et donc sur la mesure qui est faite de l'ensemble de ce qui avait été couvert à l'époque par si peu de moyens numériques, informatiques, le bilan est réalisé 35 ans après, nous a dit, la seule voie qui a été suivie sur l'ensemble de ces décennies, c'est business as usual. C'est-à-dire, nous avons suivi une trajectoire prédictible, inscrite, qui est celle de la poursuite de nos comportements collectifs moyens. C'est insupportable au sens où nous avons effectivement un certain nombre d'éléments dont nous voudrions sortir, et toutes les actions qui ont été discutées depuis hier amènent à ces points. Alors je voudrais juste en quelques minutes très brèves donner ce cadre du passé qui nous a permis d'aller mesurer dans certains points ce que sont ces limites humaines que vous abordiez.
La première, c'est celle de l'espérance de vie en France, dont vous savez que finalement, en très peu de temps, sur les 5 dernières décennies, elle aboutit à un ralentissement majeur, celles sur lesquelles on voit que cette option-là de 2 semaines seulement par an pour les femmes n'est plus du tout celle qui avait concouru sur le mi-temps du siècle, et également ce que sont les impacts environnementaux lorsque sur 3 semaines de canicule en 2003, on voit l'impact, le recul de cette espérance de vie mesurée, tant chez les hommes que chez les femmes, et parmi les plus vulnérables à nouveau. Ce point-là qui fait que sur l'espérance de vie française comme l'espérance de vie américaine, les reculs, les plafonds, alors qu'on va avoir dans ce temps des impacts technologiques qui vont rentrer, l'intelligence artificielle rentre en 1953, ce n'est pas du tout une idée récente. La thérapie génique dans les années 80, la nanomédecine à la fin des années 90, début 2000, n'a absolument aucun effet sur les pays les plus développés, en particulier les États-Unis, qui le montrent. Et depuis 3 ans, l'espérance de vie aux États-Unis, vous le savez, recule. On a donc, sur un des pays technologiquement les plus développés, qui investit le plus par ses GAFA, qui cherche par de nouveaux instituts et qui a les plus grands gourous du transhumanisme qui vous disent que l'objectif de 1000 ans est inscrit, nous prouve le contraire. Il n'y a pas que l'espérance de vie qui recule, qui stagne en tout cas, celui de la taille à l'âge adulte pour l'ensemble des pays du monde, évalué ici et publié il y a 2 ans, montre que nous sommes sur un même plafond de capacité depuis environ une génération. Certains pays progressent encore un peu, d'autres ont déjà commencé à régresser, comme l'Égypte, et le lien entre la taille à l'âge adulte et l'espérance de vie est un lien très puissant. Et de fait, lorsque l'on regarde sur la physiologie, sur la taille, l'espérance de vie, mais aussi sur l'économie, on en a vu un certain nombre de points abordés avec le premier débat de cet après-midi, les stagnations des rendements agricoles, donc ce que l'on cherche à tirer de la terre, dont le débat le plus important nous a amené cette réflexion-là, nous montre que la plupart de ces éléments contribuent en parallèle, et il n'y a pas de lien de causalité, mais bien des corrélations qui sont à creuser pour aller savoir s'il existe des facteurs communs et si l'énergie, entre autres, n'en est pas un. Et sur ce plan-là, effectivement, ce recul des 2 guerres mondiales qu'on a vu là, et ce plafond majeur depuis une génération, concerne l'ensemble de nos capacités, semble-t-il, les plus intégratrices, les plus importantes. Pendant ce temps-là, nous voyons que l'environnement nous répond à hauteur de la pression que nous avons mise sur lui, avec le premier temps qui est celui de l'élévation des températures, dont on voit que ce moment-là accélère. Le deuxième point abordé par Gilles Boeuf hier est celui des taux d'extinction pour l'ensemble des espèces, dont à nouveau pour l'agriculture, on voit l'importance majeure dans ce que seront nos capacités à tirer de la Terre l'ensemble de notre système de survie, agit et se déplace dans le même sens. Et donc, si on reprend ce qui a été et qui est très débattu actuellement après le livre de Jared Diamond il y a à peu près 10 ans, repris y compris par Édouard Philippe, les facteurs principaux qui viennent dans les caractéristiques d'effondrement des civilisations jouent sur l'agriculture, donc l'énergie per capita, la démographie qui en est un impact pas seulement chez Malthus, le climat, l'accès à l'eau et l'énergie. Et ces points-là, nous y avons rajouté 2 éléments majeurs, celui que nous comprenons autour des effondrements de la biodiversité et celui des effets secondaires de la technologie, dont le CO2 finalement n'en est qu'une des illustrations les plus importantes. Alors juste pour comprendre cette élévation, et ça rejoint ce que disait Giraud tout à l'heure, c'est qu'on a bien des fonctions qui sont des fonctions logistiques, celles que je vous montrais sur tous les paramètres endogènes. On a bien dans le même temps une élévation des contraintes, et donc il y a un mur qui n'est pas un mur seulement théorique, qui est celui sur lequel nous nous précipitons actuellement, et qui, faute d'une capacité d'adaptation, nous mettra dans une situation qui sera on ne peut plus problématique. Et je pense que la question qui a été posée, à laquelle personne n'a répondu jusqu'à présent, celle de la survie dans ces conditions, doit être posée dans des termes qui nous permettent, avec un certain nombre d'indicateurs, de en mesurer potentiellement une partie des effets. S'il existe une action possible, s'il existe une série d'actions possibles, alors peut-être nous serions capables de réduire cet effet des contraintes et de maintenir plus longtemps encore
tous les bénéfices dont nous avons tiré parti finalement depuis seulement 10 générations, depuis seulement 2 siècles. La seule action que nous donne le GIEC, et je conclurai là-dessus, c'est celle qui nous dit ne retirons pas plus de 20% des réserves fossiles qui sont actuellement connues. Pourquoi ? Parce que si nous en tirons un quart, nous restons au seuil de 1,5 ou de 2 degrés, et le GIEC vient de nous dire à quel point il était important pour chaque dixième de degré, pour chaque action, pour chaque année perdue, de comprendre ce qui allait être le prix à payer par notre espèce. Faute de quoi, si nous consommons l'ensemble de ces points, on sera dans une trajectoire à l'extérieur de 4, 5 ou 6 degrés, et avec des conséquences qui, là, ne seront évidemment plus simples pour les maintiens de cette espérance de vie. Renoncer à 80% des énergies fossiles, c'est la question qui est posée à chaque carrefour aujourd'hui. Alors, merci Jean-François Toussaint. Vous faites bien d'ailleurs de faire un lien avec les actions des Gilets jaunes aujourd'hui, parce qu'il me semble que quand vous nous parlez de l'espérance de vie aux États-Unis, par exemple, et de la stagnation, d'ailleurs c'est la même chose aussi en Grande-Bretagne, il faut tout de même intégrer une question sociale. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la stagnation de l'espérance de vie des problématiques qui ne sont pas seulement des problématiques d'alimentation ou d'environnement. Il y a la question notamment des opioïdes qui ont fait largement baisser l'espérance de vie aux États-Unis. Il y a la question de la pauvreté en Angleterre, puisqu'on observe des baisses précises d'espérance de vie dans les villes les plus pauvres. Donc tout cela, la question sociale ne doit pas être pensée en dehors de la question environnementale et de la question de notre propre survie. Elle est absolument intégrée dans l'ensemble des constats. Et vous avez parfaitement raison de dire que tous ces facteurs-là y contribuent. Le point qui est majeur et qui est important, et dont certains ne veulent pas accepter la définition, c'est bien celui du ralentissement de ces phases de progrès et de ces stagnations inscrites depuis longtemps. Alors, il me semble que, justement, pour donner la parole à Jean-Jacques Wunenberg, ces phases de progrès dont vous parlez, elle mériterait aussi qu'on s'interroge sur le type de progrès qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en entendant tous les débats sur cette question, que finalement nous nous retrouvons confrontés à certaines personnes qui nous disent, en gros, les limites auxquelles est confrontée l'espèce humaine sont les limites du vivant, car nous appartenons au vivant et nous ne sommes que des animaux comme les autres qui allons subir exactement le même sort. Et en face, nous avons des technophiles qui nous expliquent que pas du tout, la technologie va nous permettre de nous détacher de ces limites naturelles et de résoudre l'ensemble des problèmes que nous avons nous-mêmes créés. Et donc, nous sommes pris entre ces deux visions qui sont sans doute excessives l'une et l'autre, ou en tout cas qui oublient qu'il y a peut-être une autre manière de penser notre rapport à la nature et l'articulation entre nature et culture. Et il me semble que Jean-Jacques Wunenberg pourrait nous dire exactement ce qu'il pense de cette question. Oui, je crois que c'est extrêmement important de revenir à notre petit bonhomme là, que vous voyez depuis hier matin. Il date de la Renaissance et c'est une vision anatomique d'une espèce parmi les vivants qui s'appelle l'humanité. Et la Renaissance est un moment extraordinaire parce que c'est un moment de grand développement des connaissances objectives, techniques et scientifiques, dont Leonardo da Vinci est un des grands maîtres. Et en même temps, c'est un moment où la civilisation européenne se réapproprie, à travers le christianisme, tout le patrimoine symbolique de l'Antiquité, et puis elle va intégrer toutes les nouvelles références religieuses, cosmographiques des sociétés que l'on vient de découvrir en Amérique, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme est une totalité complexe qui est faite de nature et de culture. Et je crois que ce dont nous parlons depuis hier, c'est essentiellement quand même de la nature de l'homme et de ses limites. Et on a effectivement un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'expliquer comment cette nature peut être en équilibre, en déséquilibre avec son environnement. Seulement, il faut se rendre compte que nous parlons sans arrêt d'un type de savoir qui est issu justement de la Renaissance, c'est-à-dire la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, notamment la connaissance biologique, c'est une connaissance qui a détotalisé l'homme, qui a dit on va analyser le corps, par exemple, sans l'esprit. On va étudier les organes. Un siècle après, on va étudier les cellules.
Un siècle après, on va étudier les molécules. Et on arrive effectivement au milieu du XXe siècle au code génétique, qui serait ce ruban physico-chimique qui contiendrait toute l'information sur l'homme. Mais le code génétique et l'homme de la Renaissance, ça n'a rien à voir. Il y a une disproportion infinie. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est en train, effectivement, de croire que nous pouvons modifier cette nature-là à une échelle réduite, les codes génétiques, les molécules, etc. Donc toute la dimension chimique et physique. Mais on oublie qu'il y a une dimension de cette nature biologique qui, dès le départ, a été reconnue comme essentielle, c'est l'esprit. C'est l'esprit, ou ce qu'on appelait l'âme, c'est le psychique, c'est le mental, c'est tout ce qui n'est pas matérialisable, tout ce qui n'est pas objectivable, et que la science a abandonné. Elle a abandonné à la religion, elle a abandonné à l'art, elle a abandonné à la philosophie, qui ne sont pas des disciplines de connaissances objectives, mais qui sont des disciplines qui cherchent à restituer justement le potentiel symbolique, le potentiel d'imagination que cet homme-là a développé, en plus de son conditionnement naturel, physico-chimique, cosmologique, etc. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il réfléchir au développement de l'homme uniquement en termes scientifiques, en termes biologiques, en termes d'écologie. Et je crois que là, nous avons un risque de manquer, en quelque sorte, les ressources que seule l'espèce humaine a sur la planète, qui est la noosphère, qui est l'ensemble des outils mentaux liés au langage, liés à la réflexion, liés à l'imagination, les imaginations artistiques et religieuses, et qui ne sont pas simplement des expressions surnuméraires, gratuites, désintéressées, mais qui participent précisément, fondamentalement, à notre existence, à notre identité, à notre pérennisation. Et donc, ce n'est pas que le code génétique, ce n'est pas simplement les propriétés physico-chimiques de notre environnement qui vont décider de notre capacité d'être malade ou d'être en bonne santé, mais c'est tout ce capital psychique et symbolique. Et c'est celui-là qui, aujourd'hui, me semble être menacé, me semble être à la fois en situation de dénutrition et en même temps d'obésité. Donc il faudrait transposer tout ce vocabulaire, non pas au corps, mais à l'esprit. Et c'est peut-être à ce capital-là qu'il faudrait aujourd'hui faire appel pour qu'on essaie de mieux vivre. Et je crains qu'un certain nombre de propositions techniques et de recettes de bien vivre soient trop ancrées justement dans l'homme décomposé, réduit à sa nature biochimique, et qu'on ne fasse pas appel, alors que toutes les civilisations l'ont fait, à ce capital symbolique-là. Ah, tout à fait. Il me semble que c'est un point majeur sur l'ouverture illimitée, cette fois-ci, des imaginaires et donc des recours possibles avant de pouvoir savoir s'ils sont réels. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exploitation de l'ensemble de ces capacités, elle est venue effectivement d'un réductionnisme qui a progressé avec la science dans les siècles derniers, vous le rappelez, et qui a tiré parti des technologies qui lui ont permis de descendre progressivement jusqu'à ces échelles moléculaires, entre autres. Et c'est la solution de facilité, parce qu'on a toujours tendance à le regarder de haut, à se dire ceci est forcément beaucoup plus simple à manipuler, avec tout le délire actuel transhumaniste auquel vous faisiez référence à l'instant, et celui de la biologie de synthèse dont on ne sait pas du tout quels seront les contrôles. On va y venir sur le plan éthique. La question, c'est aussi celle quelles sont au-dessus de nous, pas seulement sur le côté symbolique, mais sur de réelles fonctions, régulations, règles, qui sont celles des écologies, des écosystèmes, finalement du système vivant, qui est cette biosphère, pas seulement une noosphère incarnée par ce que nous voulions y projeter. L'esprit n'est pas du tout spécifique de l'humain, on le sait maintenant parfaitement, tant sur la capacité de projection sur le futur, de réflexion sur la mort de l'animal, et de tout ce qu'est l'accompagnement de tous les instincts de vie qui nous sont partagés dans l'ensemble. Donc on a des éléments sur lesquels on s'est peut-être trompé par le passé, on a progressé d'une certaine façon dans certains domaines, et puis maintenant s'ouvrent de nouveaux domaines. J'en veux pour preuve un certain nombre de réflexions qui viennent éclairer ce que l'esprit peut,
par le biais, et là, on va forcément se retrouver en contradiction, par le biais de certaines technologies qui explorent les relations du cerveau avec l'environnement, les relations des cerveaux entre eux, les relations des cerveaux en interconnexion. Et ce sont d'autres règles, d'autres éléments sociaux, sociétaux qui vont venir éclairer cela. Mais pour le dernier exemple de cette semaine, cette publication qui nous dit quels sont les derniers instants cérébraux de la mort, et je dis bien seulement cérébraux, pas du tout psychiques, cet éclairage de ce que sont les derniers moments des neurones au moment où s'éteint la dernière étincelle de vie, sont passionnants pour comprendre ce que sont ces règles jusqu'à l'instant ultime. Sans doute, mais là, vous êtes en train, en effet, de nous parler des règles du vivant. La question est de savoir quelle est la place de l'être humain dans ce vivant, puisque Jean-Jacques Vunenberg parlait de l'homme tel qu'il était pensé à la Renaissance, c'est-à-dire d'un homme en effet dans l'ensemble de ses dimensions. C'est le principe même de l'humanisme que d'essayer de rendre sans doute l'être humain plus humain par non seulement la compréhension des mécanismes scientifiques, des mécanismes biologiques, mathématiques, mais aussi par l'amplification de la réflexion philosophique sur ce qui nous rend spécifiques. Parce que vous nous dites que l'être humain, après tout, n'a rien de différent d'un autre animal. Disons qu'il prolonge les complexités. Voilà, il prolonge les complexités. Et on pourrait parler de la question de savoir si à un moment, il y a un basculement qui est de degré ou de nature, quand on atteint un tel degré de complexité. Mais derrière, il y a aussi la question de la façon dont nous utilisons les technologies. Et là aussi, est-ce que nous allons franchir simplement un degré ou au contraire changer de nature? Je m'explique. Prenons par exemple, là vous parliez de l'actualité de la semaine, il y a une autre actualité de la semaine. 2 jumelles chinoises seraient nées génétiquement modifiées. Le scientifique chinois qui a mené cette expérience explique qu'il l'a fait pour leur greffer, grâce aux ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, imprononçable, mais visiblement il va falloir s'intéresser à cela. Donc il explique qu'il a fait cela pour leur greffer une mutation génétique qui protège les cellules contre le virus du VIH. C'est-à-dire que, au nom de la lutte contre une pandémie, on se retrouve avec une manipulation génétique sur des êtres humains. C'est-à-dire, est-ce que là, nous sommes encore dans l'espèce humaine telle que nous parlions? Est-ce que la technique, sous prétexte de nous faire franchir les limites pour nous guérir toujours, c'est toujours pour le bien, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous faire basculer dans autre chose? Non, mais l'enjeu, c'est qu'est-ce que l'homme, finalement, hein? C'est la question la plus ancienne, la plus banale, à laquelle on a toujours du mal à répondre, parce qu'effectivement, les réponses sont multiples. Or, aujourd'hui, dans les débats qui se tiennent depuis hier, il y a deux tentations. La première, c'est de dire on a surestimé l'originalité de l'homme, sa liberté, qui finalement s'est retournée contre son insertion dans l'environnement, et il faut qu'il retrouve en quelque sorte les lois de tous les êtres vivants, hein, qui se réintègrent modestement dans la biodiversité, et comme ça, tout ira beaucoup mieux. Mais dans ce cas-là, c'est effectivement dire que tout ce que nous avons imaginé, la science en particulier, les arts, les religions, la politique, que tout ça était beaucoup plus finalement nocif et inutile, et qu'on aurait mieux fait de rester dinosaures ou singes. Et là, je m'insurge absolument contre ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une simple différence de degré entre l'espèce humaine et les autres espèces. Si vous affirmez ça, effectivement, on va dire que on gagne à retrouver effectivement notre animalité, et que l'animalité, dans l'histoire des espèces, a réussi à une régulation merveilleuse, une harmonie. Hier, on a dit que la nature ne se trompe pas, que la nature est toujours finalement gagnante dans sa finalité. Et là, je crois quand même qu'il y a une interrogation fondamentale à mener. L'autre tentation, c'est effectivement de dire, certes, cet homme de la Renaissance, maîtrisé par les techniques et les sciences, il est imparfait, mais on va l'améliorer. On va l'améliorer. Et c'est l'exemple que vous venez de prendre. Aujourd'hui, on peut essayer d'améliorer non pas simplement des performances d'un organe ou les performances d'une fonction, mais on peut
réarranger, en quelque sorte, le langage élémentaire, la grammaire élémentaire qui conditionne une identité biologique. Et donc, une fois de plus, on essaie de sortir de l'homme tel qu'il est, hein, soit en le faisant descendre vers le règne des vivants, soit en faisant un androïde ou un robot amélioré. Et c'est quoi l'homme ? Moi, je pense qu'on n'est pas réductible ni à l'homme ni au robot. Et qu'est-ce qui nous sépare ? Mais précisément, la conscience, ce qu'on appelait longtemps l'âme, l'esprit, et qui a des potentialités de transformation, d'augmentation des représentations, des idées. Et c'est ça ce qui s'appelle la créativité, la liberté, l'imagination. Et ça, c'est un bien capital qu'il faut absolument non seulement défendre, mais réexploiter dans sa juste mesure. Je ne saurais dire le contraire. Je ne saurais dire le contraire après l'heure que nous avons passée hier soir avec Carole Beffa, qui au niveau de la créativité nous a fait à la fois sur les thèmes proposés et sur l'imagination et sur la façon dont il nous a décrit le fonctionnement, les intentions, son oreille interne, son inventivité et les façons dont il sautait de l'une à l'autre et toute la complexité qui était la sienne, une tentative d'éclairage. Passionnant jusqu'au poème de Saadi qui est venu conclure un des éléments majeurs qui a finalement répondu à la question qui était la sienne. À quoi sert un compositeur ? Ça sert peut-être à soulager la souffrance du monde, en tout cas la sienne dans certaines circonstances, manifestement, mais sur les éléments qui sont à quoi servent l'humain de façon plus générale, qui pourrait être une autre question de celle-ci, on n'a pas la réponse, parce qu'on a cru très longtemps que nous étions au-delà, et nous sommes en plein. Nous sommes dans des éléments sur lesquels la conscience n'a pas du tout la spécificité humaine. Nous sommes sur des éléments sur lesquels la conscience de la mort n'est pas du tout spécifique de l'homme, sur laquelle la conscience de l'enfant à naître n'est plus une spécialité de l'homme et de la femme. Donc, sur tous ces points-là ne faites pas semblant de savoir comment un animal meurt. Personne ne sait comment un animal meurt. Donc, nous avons les éléments actuellement. C'est celle que les artistes, les philosophes et les religions ont transmise. Donc, il n'y a qu'une culture humaine de la mort. On ne sait pas comment les autres êtres vivants meurent. Nous n'avons pas les éléments de langage pour comprendre comment il se comporte. Nous avons par contre l'expérience des émotions ressenties. Et ces émotions ressenties et portées par les corps, on ne cesse de parler de langage corporel autant que de langage symbolique, et ces éléments-là montrent que nous sommes sur des dimensions qui sont proches. Je ne dis pas, oui, mais là encore, aujourd'hui, il y a une tendance à ramener effectivement la vie psychique aux émotions. L'émotion, c'est la partie la plus sommaire du psychique. Non, c'est une inscription. C'est ce qui permet de réagir à un stimulus. Or, je pense que l'émotion développe chez l'homme une intériorité qui s'appelle la sensibilité, qui elle-même va alimenter l'imagination et qui va ensuite monter vers la cognition. Et tout cet appareil-là, enchevêtré d'expérience, d'affect et de représentation, ça c'est humain. Peut-être un chat là aussi, mais on n'en a pas la preuve. Donc la seule chose que nous pouvons partager entre nous, c'est ce dont parle toute la littérature et toutes les religions de l'humanité, c'est cette complexité qui s'appelle la culture. Absolument. Et en même temps, ces cultures-là ne sont pas spécifiques de l'homme. J'y reviens. Pourquoi ? Parce que sur cette construction... Mais vous n'en savez rien, on n'en sait rien. Je m'explique, si vous voulez bien. Oui. Sur ces constructions-là, ce que l'on comprend, en tout cas actuellement, par l'ensemble des études d'éthologie qui ont été faites, par l'ensemble des constructions qui nous amènent à comprendre ce que sont à la fois ces perceptions, ces réactions et ces éléments, nous disent que nous avons des constructions symboliques qui sont dans d'autres espèces, que nous avons des interactions qui sont celles qui ne sont pas spécifiques de notre humanité. Et donc, à partir de là, ce que l'on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, non pas un changement de nature, mais un changement de degré. Et une fois de plus, l'idée n'est pas de nous laisser là à nous dire ce qu'il ne nous reste à faire n'est pas exploité jusqu'à présent, n'est pas exploré jusque-là. Il est de dire, tenons compte de ce qui est déjà présent. Damasio nous l'a expliqué de façon majeure. Je m'assure, c'est extrêmement essentiel. Ce n'est pas parce que vous avez un cerveau qui clignote que vous savez qu'est-ce que représente l'expérience. Pas plus par le langage. Excusez-moi, Jean-Jacques. Ah bah si, le langage est une première mise en forme d'une expérience. Le langage est un symbole. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord là-dessus, mais
il me semble, et là je vais être totalement partiale dans ce débat, il me semble que jusqu'à présent je n'ai rien vu qui ressemble à l'Iliade, à l'Odyssée ou à une symphonie de Mozart disons chez les autres espèces animales, et que cela crée tout de même une différence. Mais on va essayer de faire avancer le débat, parce que là, sur cette question-là, on ne se réconciliera pas, je pense, mais c'est le cœur de notre discussion. Mais alors, allons un peu plus loin. Nous parlions des innovations, des techniques qui sont mises en place aujourd'hui pour modifier l'humain. Il y en a d'autres qui se profilent. Bon, il y a d'abord la question, évidemment, de la modification du rôle de la médecine là-dessus, c'est-à-dire quelle est la différence entre le moment où on met un implant dans un œil un implant rétinien pour permettre à un aveugle de voir, et le moment où on décide d'utiliser un implant rétinien pour améliorer l'être humain, pour qu'il soit plus performant. Et il y a là une différence dans l'intention qui bouleverse notre conception de ce qu'est notre corps humain. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous sommes sans doute à la veille, d'ici 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, de pouvoir produire des êtres humains par ectogénèse, c'est-à-dire en dehors du corps d'une femme, en dehors d'un utérus. Ce qui, là, du coup, nous fait sortir largement du règne animal. Ça bouleverse tout de même beaucoup de choses. Est-ce qu'on est encore dans un être humain tel que nous l'entendons, et quelles sont les limites que nous devons nous fixer? Parce que là, j'en viens à la question de départ, la conception que nous avons de ce terme « limite ». C'est-à-dire que, pour ma part, quand je l'entends, ce terme « limite », je me demande quelles limites nous nous fixons, et qui fixe ces limites? Parce que dans les spécificités humaines que vous avez citées, la liberté notamment, l'autonomie, l'émancipation, il y a cette question démocratique de savoir qui va décider ce qui va bouleverser notre humanité à tous. Ça nous concerne tous, ce ne sont pas seulement des scientifiques qui vont décider. Donc qui fixe les limites et à quel endroit exactement? Non, je crois qu'il y a aujourd'hui effectivement une inquiétude face à cette transformation de l'homme par la technique, et donc par cette artificialisation du vivant, qui d'une certaine manière peut simplement modifier, corriger, augmenter des propriétés du vivant, mais qui reste un être vivant, et en particulier un être vivant de l'espèce humaine. Mais je crois que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que toutes ces transformations vers le robot ne modifieront en rien la nature même de la pensée. Et donc, tous les risques que la pensée prend à dire c'est bien ou c'est mal, c'est beau ou c'est laid. Et cette décision-là, je peux la prendre même si mon corps est entièrement transformé par des prothèses, même s'il est entièrement une machine. Et quelle technique va me permettre de dire c'est bien ou c'est mal? C'est ça le noyau irréductible de l'homme. C'est ça le noyau irréductible de la pensée. Et c'est celui-là qu'aucune technologie n'arrivera à remplacer. Et c'est là qu'il y a des choix qui relèvent de la liberté, qui n'est pas forcément une liberté arbitraire, qui n'est pas une liberté illimitée, qui est une liberté qui essaie de s'ancrer dans une connaissance du monde, qui essaie de s'ancrer dans les régulations, dans les régularités du cosmos. N'oubliez pas que toutes les religions qui ont inventé des normes du bien, du mal, du beau et du laid n'ont pas décidé n'importe quoi arbitrairement. Elles se sont appuyées sur des compréhensions symboliques, des rythmes du monde, de la hiérarchie des phénomènes, etc. Donc l'esprit humain ne dit pas n'importe quoi comme vérité. Il cherche une vérité qui colle en quelque sorte à l'ordre du monde. Mais aucune technique et aucune science ne pourra vous dire ce qui est bien et mal. Et donc c'est ce noyau-là que même l'ultime robot devra maintenir, et ce sera ça la signature de l'homme de Léonard da Vinci. Bien sûr, là-dessus, Jean-Jacques, on ne peut que se rejoindre. Ce sont des éléments sur lesquels il n'y a pas de débat, comme disait l'autre dans d'autres circonstances. Mais sur l'aspect de l'évolution technologique et de celles sur lesquelles, finalement, on a rêvé cet homme réparé avant de proposer de l'augmenter. Si je prends un domaine que je connais bien, le sport, vous connaissez, pour les cyclistes, on a parlé de Lance avant de parler de Neil tout à l'heure, Armstrong. Lance Armstrong suivait un certain nombre d'éléments de cure de PO, d'érythropoïétine, qui lui permet de transporter plus d'oxygène et finalement d'être plus performant, comme beaucoup de sportifs d'endurance.
Cette EPO qui a été et qui reste un des éléments majeurs de la lutte antidopage actuellement, dans une forme d'augmentation des performances humaines extraordinairement mesurable. On en voit très précisément les effets, on les mesure et on sait presque maintenant quelle dose a été prise en fonction de ces changements de performance. Cette EPO, elle a été faite pour quoi ? Elle a été faite pour les patients qui, en insuffisance rénale, ne produisaient plus d'érythropoïétine endogène. Donc, l'ensemble d'un progrès initialement venu à la correction d'anomalies dans une démarche technologique a ensuite abouti à une dérive totalement sanctionnée par les domaines qui sont celui de l'expression de ces Oui, ces mais là, limites. elle est sanctionnée. Il y a Elle est sanctionnée. d'autres cas où ça ne La question ça n'est pas d'éthique, c'est celle sanctionné. des règles, donc de la liberté et de la responsabilité qu'on se veut donner en collectivité pour dire CRISPR-Cas9 pour ces jumelles. Que doit être la réglementation sur lesquelles nous interdirons, alors que c'est un tabou formel depuis la nuit des temps et qui a été réaffirmé par tous les comités d'éthique dans le monde entier. Et pourtant, on voit Ye Hankui qui vient cette semaine nous dire « ça y est, je l'ai fait ». On ne sait pas s'il l'a fait, hein. Ça n'a pas encore été ni prouvé ni publié, mais enfin, on sent que de toute façon, techniquement, c'est tout proche. Pourquoi ? Parce que la technologie chez Homo faber a sa propre logique. Et à partir du moment où on se lance là-dedans, et c'est un des autres problèmes, je notais à un moment donné les effets secondaires de la technologie, c'est bien ce dans quoi notre cycle nous emmène actuellement, celui de reprendre en pleine face, comme disent les Canadiens, un des éléments de chacun de ces effets secondaires de la technologie. Et donc le problème, il est aussi celui de notre inventivité, celui de liberté de création, qui ensuite vont partir sur des effets que l'éthique n'arrive pas, pour l'instant, à maîtriser. Mais je pense que c'est quand même assez symptomatique de l'état de notre crise aujourd'hui. Absolument. Non, mais non, tu ne savais pas ce que je vais dire. Hein. Les dopants, mais les dopants sont vieux comme le monde. Hein. Il y a des plantes hallucinogènes dans toutes les civilisations et qui ont reçu un statut et qui obéissent à des rituels de consommation. Mais ce n'était pas pour gagner de 30 secondes sur 100 mètres, enfin d'une seconde sur 100 mètres. Ce n'était pas pour des performances du corps. C'était pour augmenter les puissances de l'esprit. Qui Ce sont des états modifiés de conscience et qui, dès lors, augmentaient effectivement. Ils ne sont pas seulement les neurotransmetteurs qu'on utilise avec ces outils biologiques de plantes qui vont, par les éléments végétaux naturels, stimuler nos neurones. Non, mais bien sûr que ça passe. Mais ce que je veux dire, c'est l'utilisation. Oui. Est-ce que l'utilisation, justement, de ces substances pour augmenter simplement des compétitions du corps, est-ce que c'est l'équivalent de ce que faisaient les civilisations lorsqu'elles consommaient des hallucinogènes à l'intérieur de rites sacrés ? Parce que ça permettait d'entrer en contact avec les dieux. Je trouve que ça avait plus d'allure et que ça finissait dans les peintures des cavernes qui laissent plus de traces aujourd'hui que les résultats des Jeux Olympiques. Absolument, mais ça laissait peut-être moins de dollars dans les poches de Lance Armstrong. Et puis l'autre, c'était aussi les disques de Mick Jagger dans les bacs d'Étienne Klein. Parce que les éléments qui, dans cette phase-là d'une humanité quand même rayonnante, hein, celle des années post-68, vous disent aussi que ces stimulants-là ont été utilisés larga manu pour la créativité. Et Dieu sait si on en a des chansons, des créations, des architectures extraordinaires. Bon, sur l'ensemble de ces points-là, on voit bien que le cerveau répond. On voit bien qu'on va toujours avoir ce recours à une forme d'augmentation. Jusqu'où, jusque quand, c'est la question. Bon, je pense que, hélas, nous devons nous arrêter là dans ce débat, mais il y aura des questions ensuite où nous pourrons poursuivre cette discussion absolument passionnante. Je la conclurai simplement par le mot de George Orwell. Quand on me présente un progrès, je me demande d'abord si ce progrès nous rend plus humains ou moins humains. C'est peut-être ça la question qui était au cœur de notre discussion, mais je pense que lors des échanges, nous allons pouvoir y revenir. Merci beaucoup.